Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique, c'est donc Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne, rapporteure de la Commission des Finances à l'Assemblée, qui est mon invitée ce matin sur Radio Classique. Bonjour Valérie Bonjour. Rabault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot d'abord sur Alstom. L'Élysée fait pression pour que le groupe reporte au-delà de mercredi sa décision pour le rachat de sa branche énergie. L'État, l'Élysée, le gouvernement sont-ils dans leur rôle dans ce dossier selon vous ? Ils sont parfaitement dans leur rôle. Alstom est un fleuron pour la politique énergétique de la France. C'est aussi un groupe qui a été aidé en 2003-2004 lorsqu'il connaissait des problèmes de financement. Ce n'était pas tout à fait la même question qu'aujourd'hui. C'était vraiment une problématique de financement. C'était à l'époque Nicolas Sarkozy qui était ministre des Finances. Donc c'est aussi un groupe qui bénéficie d'un certain nombre de marchés publics en termes de chiffre d'affaires. Donc sur le positionnement stratégique pour l'énergie en France, et j'ai même envie de dire au-delà, l'énergie en Europe, de savoir si on est capable de se positionner et d'avoir des fleurons sur le domaine énergétique, c'est effectivement une question clé et l'État est dans son rôle là-dessus. Mais est-il dans ce rôle en agitant l'éventualité d'une offre préférée par Siemens, l'allemand, alors que cette offre en question créerait beaucoup plus de doublons, donc potentiellement beaucoup plus de suppression d'emplois, y compris en France ? Alors, il y a évidemment la question des actionnaires privés et des stratégies des groupes privés, mais l'État est parfaitement en capacité et dans son rôle de dire qu'est-ce qu'on veut, comment on se positionne sur la stratégie énergétique du pays et de l'Europe. Donc, effectivement, la question des doublons se pose, mais la question de l'objectif qu'on veut atteindre, des cibles qu'on veut atteindre en manière énergétique est très importante. Alors, peut-être qu'effectivement, mettre cette question-là sur la table en ce moment, c'est peut-être l'actualité fait que c'est peut-être plus précipité que s'il y avait eu un débat un peu plus long, mais n'empêche que cette question, on ne peut pas l'éluder. Il en va à la fois de l'indépendance énergétique de la France et de l'Europe, puisqu'aujourd'hui, je rappelle qu'on importe 50% de notre énergie, l'Allemagne 60%, donc là, on parle de Siemens qui est un groupe allemand, mais ça fait partie des questions qui sont clés pour notre pays, à la fois en termes de souveraineté énergétique et d'indépendance. Mais vous qui avez longtemps travaillé dans des entreprises privées, on le rappelle souvent, puisque c'est rare plutôt chez les politiques, Valérie Rabault, comment vous pouvez comprendre qu'un État s'immisce dans les choix d'une entreprise 100% privée, puisque l'État n'est plus du tout actionnaire d'Alstom depuis 2006. L'État n'est en effet plus actionnaire d'Alstom, ça c'est vrai. Mais l'État peut, alors certains parlent, on voit souvent le mot État stratège pour définir ce qu'on voudra atteindre comme cible énergétique. L'État s'appuie aussi sur des grands groupes pour mener une politique et la stratégie qu'il veut mettre en œuvre au niveau énergétique. Moi, je constate toujours... Il se réveille un peu tard. Les difficultés d'Alstom ne datent pas d'hier. Les difficultés d'Alstom ne datent pas d'hier, je vous l'accorde, et je suis d'accord avec vous sur ce point. Ce que je constate, c'est que quand les États-Unis se positionnent, je prends Barack Obama, qui va définir en disant « je veux X% d'énergie verte à horizon 2025 », c'est ce qu'il avait déclaré, et qu'il va donner des positions, notamment vis-à-vis des groupes pétroliers. Ça choque personne. On est aux États-Unis, qui est le pays... qui se veut le plus libéral ou un des plus libéraux au monde, ça ne choque personne. Quand la France ou quand l'État français vient dire attendez, on a un fleuron qui s'appelle Alstom dans le domaine de l'énergie, on voudrait quand même pouvoir, sur un certain nombre de directions stratégiques, donner un avis, alors là, ça choque tout le monde. Je trouve qu'il y a quand même un tout petit peu de poids, de mesure. Vous seriez éventuellement favorable à une nationalisation d'Alstom ou à une prise de participation de l'État, comme dans PSA ? Pour le coup, là, je ne connais pas suffisamment le dossier, donc je ne vais pas m'avancer. Mais sur le principe, puisque je l'avais dit sur Mittal, tout ce qui peut être nationalisation dite temporaire, c'est-à-dire on donne un coup de pouce à un moment donné parce qu'une entreprise peut connaître des difficultés, j'y suis favorable. Valérie Rabault, rapporteure du budget à l'Assemblée, je le disais, fraîchement nommée. On votera cet après-midi à l'Assemblée sur le programme de stabilité, donc sur le pacte de responsabilité, le fameux plan d'économie de 50 milliards d'euros. Or, hier, Manuel Valls a annoncé une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat des retraités et des fonctionnaires les plus modestes. 1,5 milliard d'euros, a priori au total, à financer en 2015. Donc, il faudra faire encore plus d'économies, a priori ? Alors, le Premier ministre, d'abord je voudrais insister sur le fait que le Premier ministre a lui-même reçu les parlementaires. Il n'a pas délégué cette mission à son directeur de cabinet et ça c'est vraiment un style qui est extrêmement apprécié chez les députés, c'est-à-dire qu'il y a un contact direct, une discussion directe. Il nous a reçu 2 fois 1h30 la semaine dernière et 1h30 hier matin. Ça change de Jean-Marc Ayrault ? C'est-à-dire que
on a une discussion directe avec lui. Et ça, c'est extrêmement appréciable. Et je peux vous dire qu'autour de la table, il n'y avait pas de langue de bois. On est rentré dans le détail, les questions pratiques, on est rentré dans le détail des propositions. Voilà, il y a une vraie discussion. Et je crois que c'est pour que l'équilibre entre l'exécutif et le Parlement fonctionne, c'est une méthode qui est extrêmement importante et je crois qui est extrêmement appréciée. Sur le fond des décisions qu'il nous a annoncées et proposées hier. Il y a effectivement la question des retraites, le fait qu'elles ne soient pas gelées. Ça veut dire que 6,5 millions de personnes, il y a 13 millions de retraités en France, la moitié vont voir leur retraite augmenter normalement comme c'était prévu. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour la deuxième moitié qui est au-dessus de 1 200 €, la revalorisation se fera à partir d'octobre 2015. Donc ça coûte un peu d'argent, c'est vrai. Mais quand on lance un plan d'économie de 50 milliards, vouloir consacrer 1 milliard, entre 1 milliard et 1,5 milliard à celles et ceux qui gagnent le moins, ça me paraît extrêmement important en termes de justice sociale. Et honnêtement, ce n'est pas inatteignable quand on voit le montant de 50 milliards qui est envisagé. Est-ce que vous revendiquez aujourd'hui encore keynésienne ? Parce que c'est la tribu qu'on vous prête, c'est-à-dire favorable à une politique de relance par la demande et non pas une politique de l'offre, ce qui est pourtant le tournant qui a été annoncé par François Hollande à la mi-janvier. Alors, qui avez encore une fois travaillé dans une entreprise privée, voilà, la question peut se poser. Moi, je n'oppose jamais le public et le privé. Je pense que le public a des domaines d'intervention qui ne sont pas ceux du privé et réciproquement. Quand vous avez une entreprise, demander des investissements à 5 ans, le privé peut parfaitement le faire. Par contre, quand on parle d'infrastructures plus lourdes à 30, 50 ans, là, le public est le seul en capacité de pouvoir le faire. Et quand il ne le fait pas, effectivement, ça peut poser des problèmes. Mais là, on parle de gestion de l'État. Alors maintenant, si on revient sur la gestion de l'État, je ne crois pas que le gouvernement, comme vous le dites, ait fait l'impasse sur une politique de demande. Parce que quand on crée 150 000 emplois d'avenir, ça participe d'une politique de demande. C'est-à-dire, c'est de l'argent public qui est investi pour qu'un certain nombre, alors en l'occurrence ce sont des jeunes, puissent mettre le pied à l'étrier, avoir un travail. Et avoir un travail, c'est pouvoir se projeter, louer un appartement, acheter une voiture, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça participe réellement à une politique de relance via la demande. Effectivement, le gouvernement a souhaité aussi avoir un pied sur la politique de l'offre, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises qui, depuis une quinzaine d'années, n'ont pas assez investi, notamment au regard de ce qu'ont fait les autres, c'est-à-dire dans la mondialisation, il y en a qui ont plus investi que les entreprises françaises. Le gouvernement a décidé de leur donner un coup de pouce pour que cet investissement puisse redémarrer. Alors évidemment, les montants sont importants. C'est-à-dire que là, on parle quand même de 30 milliards d'euros. Je sais que, maintenant, on est peut-être habitué à parler de milliards, mais c'est énorme, 30 milliards d'euros. C'est véritablement... Et les entreprises disent que la pression fiscale est énorme par rapport à celle que connaissent nos voisins aussi. Oui, il faut quand même regarder les choses. Je les invite à regarder. Les entreprises françaises payent 365 milliards d'euros entre les impôts